République démocratique du Congo, une quarantaine de manifestants ont été arrêtés ce mercredi. C'était lors d'une journée de mobilisation contre le calendrier électoral. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est en visite dans la ville de Saint-Louis au Sénégal pour se rendre compte de l'impact de l'érosion côtière. Et puis Pretoria est déçu de ne pas organiser la Coupe du monde de rugby 2023, une coupe qu'organisera la France. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue. En Libye, la marine a de nouveau réclamé ce mardi de l'aide à l'Union européenne et ce, notamment pour entretenir sa flotte vétuste, sans quoi elle ne sera pas en mesure de sauver les migrants qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. La saison prochaine, nous ne serons pas en mesure d'assurer les missions de recherche et de sauvetage dans la zone libyenne si nos navires restent toujours les mêmes. Je voudrais annoncer que les navires que nous possédons souffrent de graves défauts et ont besoin d'un plan d'entretien effectif. Ces déclarations du colonel Abou Adjila Abdelbari interviennent au moment où le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a jugé inhumaine la coopération de l'Union européenne avec la Libye et ce, en dénonçant la détérioration des conditions de détention des migrants dans ce pays. En ce qui le concerne, le porte-parole de la marine libyenne, Ayoub Kassim, a aussi appelé les pays européens à plus de coopération en Méditerranée, tout en fustigeant de nouveau le travail des ONG qui opèrent dans le sauvetage de migrants près des côtes libyennes. Les gardes-côtes libyens ont secouru plus de 80 000 migrants clandestins depuis 2012 et environ 15 000 migrants clandestins cette année. Environ 157 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le 1er janvier, contre quelques 1341 durant la même période en 2016, dont 75% en Italie. Près de 3 000 sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. C'est du moins ce que révèlent les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, publiés ce mardi. Allons à présent au Zimbabwe où le porte-parole des forces de défense du pays assure que le président Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Mais il nie avoir organisé un coup d'État. Les détails. L'entrée en scène de l'armée zimbabwéenne, une première dans ce pays, intervient sur fond de bataille pour la succession du président Robert Mugabe, alimentée par sa santé fragile et son grand âge. Soutenant l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui a été renvoyé la semaine dernière, les vétérans de la guerre d'indépendance du Zimbabwe déclarent que le président Robert Mugabe doit être rappelé de son rôle. Nous demandons que Robert Gabriel Mugabe soit rappelé de son rôle de président et premier secrétaire du ZANU-PF. Tout en niant avoir organisé un coup d'État, le porte-parole des forces de défense du Zimbabwe assure que le président Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs. Nous tenons tout d'abord à assurer la nation que son Excellence, le président de la République du Zimbabwe et commandant en chef des forces de défense du Zimbabwe, le camarade de Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne ciblons que les criminels qui l'entourent et qui commettent des crimes qui causent des souffrances sociales et économiques dans le pays afin de les traduire en justice. Dès que nous aurons accompli notre mission, nous nous attendons à ce que la situation revienne à la normale. À notre peuple et au monde au-delà de nos frontières, nous tenons à dire très clairement qu'il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir militaire. Ce que les forces de défense zimbabwéennes font, c'est pacifier une situation politique, sociale et économique qui dégénère dans notre pays et qui, si elle n'est pas réglée, peut déboucher sur un conflit violent. Malgré son grand âge et une santé fragile, Robert Mugabe a été investi par la ZANU-PF pour briguer un nouveau mandat lors des élections de 2018.
Je vous le disais en titre, une quarantaine de manifestants ont été arrêtés ce mercredi en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué un des mouvements à l'origine d'une journée de mobilisation contre le calendrier électoral qui prolonge de fait jusqu'à 2018 le pouvoir du président Joseph Kabila. Les images. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha a fait état de 27 arrestations dans la province du Nord Kivu. À Goma, la capitale provinciale, déjà plus de 15 personnes ont été arrêtées par la police, dont 2 militants de la Lucha. À Kassindi, vers Beni, 12 militants ont été arrêtés selon un membre de la cellule de communication. Les autorités ont confirmé l'arrestation de 16 personnes dans cette province du Nord Kivu, dont 8 à Goma. Dans la province voisine du Sud Kivu, la Lucha déplore l'arrestation de 13 militants alors qu'ils lisaient un test politique. Aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les jours. La circulation est timide et pas de circulation constante des transports. On a remarqué aussi une forte présence policière sans savoir exactement le pourquoi de leur présence. Il n'y a personne aujourd'hui, pas de clients dans mon salon de coiffure. D'habitude, j'aurais déjà totalisé 7000 francs rien que le matin. Mais là, je me retrouve qu'avec 500 francs. Plusieurs mouvements citoyens et une partie de l'opposition ont invité ce mercredi le peuple congolais à descendre dans la rue pour exiger le départ de Joseph Kabila dès la fin de cette année. Il s'agit du premier appel à manifester depuis la publication le 6 novembre du calendrier électoral qui fixe au 23 décembre 2018 la date des élections. Autorités et forces de sécurité ont prévu qu'elles se montreraient inflexibles. Le gouvernement a dénoncé pour sa part une frange de l'opposition qui se livre à des actes d'incitation au soulèvement populaire, essentiellement dans certains quartiers de Kinshasa, de Lubumbashi et de Goma. Sur le terrain, la circulation était mercredi matin plus fluide que d'habitude dans la capitale Kinshasa et la plupart des écoles étaient fermées. Dans la capitale économique Lubumbashi, la police a enregistré quelques incidents. Pendant ce temps, en Angola, le nouveau président João Lourenço a annoncé ce mercredi avoir limogé la fille de l'ex-chef de l'État José Eduardo dos Santos. Isabelle dos Santos était jusqu'au moment de son limogeage la présidente de la compagnie pétrolière nationale. Dans un décret diffusé à la presse, la présidence angolaise a indiqué que le président João Lourenço a décidé de relever de leurs fonctions les membres du conseil d'administration de la Sonangol, parmi lesquels figure Isabelle dos Santos, fille de l'ex-chef de l'État José Eduardo dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique. Surnommée la princesse, elle avait pris en 2016 la direction de la compagnie en grande difficulté financière depuis la chute des cours du pétrole il y a 3 ans, et ce, même si sa nomination avait suscité les plus vives critiques des adversaires de son pays, accusé d'avoir privatisé l'économie du pays au bénéfice d'une poignée de proches. Successeur désigné d'Eduardo dos Santos qui a régné pendant 38 ans sur l'Angola, João Lourenço a pris les rênes du pays en septembre dernier après la victoire du parti au pouvoir lors des élections générales d'août. Isabelle dos Santos sera remplacée à la tête de la Sonangol par l'ancien secrétaire d'État au pétrole Carlos Saturnino, selon le décret présidentiel. Parlons éducation à présent. L'école primaire publique Tikenja Fakoli de Sokoro est désormais opérationnelle. Construite avec l'aide de Caritas France, les fonds de cette école ont été recueillis lors d'un concert de l'artiste en France. Un projet qu'il porte depuis des années et qui se matérialise à travers nombre de pays en Afrique. Alima Bentouré, notre correspondante au Mali, pour le reportage. Dans ce village situé à 675 km de Conakry, chef-lieu de la préfecture de Sigiri dans la Haute-Guinée, les enfants ne prendront plus les cours dans cette baraque, mais ici à l'école primaire Tikenja Fakoli. À travers son projet Un concert, une école, l'artiste ivoirien Moussa Doumbia vient d'honorer une promesse faite aux populations de ce village il y a 10 ans. Quand le taux d'alphabétisation va évoluer, quand on sera à 90%,
vous verrez que les choses vont changer tout seuls. Parce que personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il n'y a que les Africains qui doivent se mettre au travail pour changer ce continent-là. Et l'éducation est très très importante dans ce combat-là. Ici à Sokoro, village de la préfecture de la ville minière de Sigri, le taux d'alphabétisation est estimé à 10% et les enfants parcouraient 15 km par jour pour arriver à l'école du village voisin. En plus de cela, l'orpaillage a pris le dessus sur les études car les enfants préfèrent cette activité. Une réalisation qui réduira le nombre de mariages forcés et le départ des jeunes à l'aventure, à en croire les autorités guinéennes. L'État était absent ici. Il est venu remplacer l'État en mettant une école à la disposition de la population. Qu'il en soit remercié. Cette école de 6 classes capable d'accueillir plus de 200 élèves dispose de 111 élèves pour le moment. Des élèves heureux d'apprendre dans des conditions plus confortables. Je vous remercie, Papa Tigane Djanfakoli a donné une école à Sokoro. Il faut dire que c'est en 2007 que l'artiste Tiken Jah Fakoly a débuté cette aventure. En effet, en partenariat avec des associations, l'homme fait des concerts et les fonds sont destinés à la construction des écoles en Afrique. Il compte aujourd'hui 6 écoles, dont 2 en Côte d'Ivoire, une au Niger, un lycée au Mali, une école primaire en Guinée-Conakry et une autre au Burkina Faso. Et la prochaine destination est le Libéria. Cette école, dont le coût s'élève à 50 000 €, soit 32 millions de francs CFA, a été construite avec l'aide de Caritas France. L'artiste entend construire au moins une école dans chaque pays africain afin de, comme il aime à le dire, fermer des prisons. Le ministre français des Affaires étrangères s'est rendu dans la ville de Saint-Louis au Sénégal pour se rendre compte de l'impact de l'érosion côtière qui menace une péninsule densément peuplée et continue sous le nom de langue de Babary et connue sous le nom de langue Babary. Jean-Yves Le Drian a aussi visité le centre historique de la ville dont le patrimoine est classé à l'UNESCO, dont une église qui nécessite des travaux de rénovation. On le suit. Sur la question de l'érosion, une étude a été engagée par la Banque mondiale à la demande des autorités sénégalaises. J'espère que les conclusions de cette étude seront rapides parce qu'il faudra envisager les moyens d'action. C'est spectaculaire et ça peut devenir grave. Donc il faut essayer d'agir dans cette direction. Il y a deux outils. Il y a d'abord le plan de développement touristique. Ce n'est pas lié au sujet de l'érosion, mais c'est un sujet important. Qui a été signé en 2011, qui prévoit des financements à un niveau significatif, puisque c'est 24 millions, et qui ne s'active pas. Donc mon sentiment là, après cette visite rapide, c'est qu'il faut faire en sorte que, dans le cadre de la visite du président Macron, on puisse aboutir à la définition très concrète d'un agenda. Et puis pour finir, les supporters sud-africains se sont rassemblés à Pretoria pour suivre l'annonce du pays désigné comme pour organiser la Coupe du monde de rugby 2023 pour laquelle l'Afrique du Sud était en lice. C'est finalement la France qui a été choisie. Suivons quelques réactions. Nous avons perdu en tant que Sud-Africains, mais la prochaine fois, nous serons derrière l'Afrique du Sud. Nous allons la supporter. On dit non. On va en organiser une autre. Espérons que la prochaine fois, nous allons gagner. Je crois que c'est un sport qui a vraiment besoin de notre soutien, qui nécessite que l'on soit ensemble en tant que Sud-Africains. Nous devons dire « Allez les Box, allez les Box ». Nous allons gagner. Nous sommes verts, nous gagnons encore. Vive l'Afrique du Sud. Viva! Vive l'Afrique du Sud. Viva! Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.